Bonsoir les sportifs connectés. Est-ce que c'est pas aller trop loin et est-ce que maintenant la gamme de montres GPS de Garmin, elle n'est pas devenue trop complexe? Trop complexe tout simplement pour que les gens ils puissent choisir et trouver facilement la bonne montre. Alors je sais pas ce que vous en pensez, on va en discuter. À la base, Garmin, c'est assez simple, hein. Eux, ils ont essayé d'identifier des besoins en catégorisant un peu des profils d'utilisateurs différents. Et les gammes, elles sont claires. Il y a la gamme Forerunner, dédiée aux coureurs, aux triathlètes. À côté de ça, on a les Epix, Phoenix. On peut élargir aux enduro. Là, c'est plus l'aventure, outdoor, le trail. Alors, juste à côté, on a les Instincts. Les Instincts, ils ont eu un peu de difficulté à trouver le positionnement marketing au lancement. C'était un peu le côté hardcore. L'affiche de lancement de l'Instinct, c'était avec un pompier américain presque au milieu du World Trade Center. Bon, maintenant, ils ont repositionné ça plus près des Phoenix Outdoor. Et d'ailleurs, les fonctionnalités des Instincts ont bien évolué pour la partie sportive. Ensuite, il y a toute la partie Vivo Active, Vivo Move, Venu. Ça, c'est le côté fitness, suivi santé, un peu plus montre connectée. Après, c'est tout plein de trucs. C'est les montres qui ont des besoins spécifiques de niche. Quatix pour la partie nautique, Approach pour le golf, Tactique pour les policiers et les militaires, Descent pour les plongeurs. Alors il y a les Descent qui sont des déclinaisons de Phoenix, il y a des Descent qui sont des déclinaisons de Epix et il y a des Descent qui sont des déclinaisons d'Instinct. J'ai oublié la Swim et la D2 pour les aviateurs. Donc ça c'est les gammes si je vous les présente en verticale. Et après en transverse, on a des gammes de prix qui allaient de 200 à 1000, je pense 1150 euros. Je parle pas des marques qui sont des trucs vraiment très particulières. Mais quand on prend certaines tranches, par exemple la tranche 250-300 euros, là on se rend compte qu'on a comme choix Vivo Active 5, Venu 2, Venu SQ2, Instinct 2, Forerunner 165, Forerunner 255. Bon ben ouais, je comprends que quelqu'un qui veuille mettre 250, 300 euros dans une montre, ben, il sache pas vraiment quel Garmin choisir. Parce que en plus Garmin sait que c'est sur ses fonctionnalités sportives qu'il se démarque dans cette tranche de prix. C'est les fonctionnalités sportives qui démarquent une Garmin d'une Apple Watch ou d'une Fitbit. Ou d'une Galaxy Watch. Mais en même temps, on a une Instinct qui a gagné des fonctionnalités sportives, les Venu qui se veulent montres connectées, fitness, mais qui sont capables de programmer des entraînements complexes et qu'on suive des programmes de marathon. Et donc les gens ne savent pas trop, je comprends qu'ils ne sachent pas choisir. Aujourd'hui, si vous deviez choisir entre une Vivo Active 5 et une Forerunner 165, vous choisiriez quoi? Allez, on va lancer la première question de la soirée. Donc on est sur la tranche 250-300 euros. On va dire lecteur de musique si ça vous chante. Alors on a Alexis qui dit que ça dépend si c'est pour porter tous les jours ou pas. Bah là aussi, hein, pourquoi ça serait un critère que les sportifs ils aient une montre moche et les femmes elles aient une montre belle. Alors la Forerunner 165 déjà c'est pas une 265, hein, donc il n'y a pas de statut d'entraînement. Il n'y a pas de charge d'entraînement. Et puis à côté de ça, la Vivo Active 5, on peut bien programmer des entraînements complexes. Donc, si c'est pour me dire, moi je fais de la course à pied et je veux pouvoir faire mes entraînements, la Vivo Active 5, elle peut le faire. Allez, on change de gamme de prix. On passe à la gamme, là je pense que ça va être encore plus dur. On passe à la gamme 500 euros. 500 euros, j'ai regardé aujourd'hui, donc ça j'ai regardé les prix, ça par contre je l'ai préparé, j'ai regardé les prix sur Iron. Aujourd'hui pour 500 euros, vous avez soit une Phoenix 7, soit une Epix 2, soit une Forerunner 265, soit une Forerunner 955, soit une Venu 3. Du coup là vous, pour 500 euros, vous achetez quoi? Alors je dis que ça va pas être facile, mais je pense qu'il y aura une tendance à ce que vous me sortiez tous Phoenix 7. Mais après, on va en discuter. Et pourquoi je m'attendais à cette réponse? Parce que c'est évident. Phoenix 7, si on fait simple, hein, ce qu'on voit souvent sur Facebook, elle fait tout, il y a la carto, il y a tous les profils sportifs, ok, parfait. Mais du coup, pourquoi est-ce que au même prix, on a la 955 et la 265? Là, c'est des gammes, mais il devrait y avoir un gouffre, quoi. 265, c'est le milieu de gamme.
955, ça devrait être le top de gamme performance Forerunner avec la cartographie, etc. Bah, elle se retrouve au même prix. C'est quand même un truc de dingue. Et puis, encore plus dingue, à côté de ça, il y a la Venue 3, qui est censée être la montre la plus lifestyle, qui va rien faire de plus, au contraire, elle va plutôt faire quelques petites choses en moins. Mais celle-là, elle est aussi à 500 €. Alors peut-être que les femmes sont des pigeonnes. Alors pour le coup, je pense pas qu'il y a que des femmes qui achètent des Vénus. Mais vous voyez, c'est incompréhensible de voir la Fenix 7 au même prix qu'une Venue 3. Alors après, bon, on va encore parler de marketing, hein. Je pense là, le marketing Garmin, ils exploitent bien la tendance actuelle des écrans AMOLED. En termes de fonctionnalité, entre une Venue 3 et une Fenix 7, il ne devrait même pas y avoir de comparaison possible. Les gens ne devraient même pas hésiter à choisir entre ces deux montres. En fait, ces deux montres, normalement, on sait d'emblée, comme là, vous l'avez fait, vous savez d'emblée si vous partez sur une Fenix ou si vous partez sur une Venue. Il n'y a aucune raison d'hésiter entre les deux, quoi. Ou à la rigueur, voilà, si on veut parler, comme dit Eric, si on veut parler en même écran, vous savez d'emblée si vous partez sur une Venue 3 ou une Epix 2. Pourtant, elles sont au même prix. Aujourd'hui, elles sont au même prix. Et je parle pas d'énormes promos qu'il y a pendant le Black Friday où l'objectif de ces promos, c'est de faire du gros volume de vente parce que derrière, on sait que il y a une certaine part de clients qui sont un peu captifs, quoi. Celui qui a acheté comme première montre GPS une Garmin, j'ai aucune idée des pourcentages, mais je pense qu'il y a une grande chance qu'il achète une Garmin comme deuxième montre et puis après encore une Garmin, etc. Ça, c'est juste les prix que j'ai relevés aujourd'hui sur Iron. Alors le problème avec tout ça, je me suis dit aujourd'hui, là je me suis fait la réflexion, le problème ça aboutit à ce que vraiment les gens sont perdus. Alors du coup ils m'écrivent pour avoir des conseils pour choisir, ça c'est pas un problème, mais alors des fois je suis complètement un peu désarçonné, en tout cas complètement surpris, je reçois des demandes vraiment bizarres du genre, comme j'ai dit là j'hésite entre une Fenix 7 et une Venue 3, ou je peux souvent avoir entre une Instinct 2 et une Venue 2. Bon alors, moi je me dis, mais jamais de la vie on devrait hésiter entre ces deux montres. Ça devrait sauter aux yeux quand on connaît tout ce que j'ai dit en début de vidéo, la répartition des gammes Garmin, on ne devrait jamais avoir à hésiter entre une Epix et une Venue. Ça devrait vraiment couler de source. Et pourtant, j'ai ce genre de questions. Alors, j'en déduis de temps en temps qu'en fait les gens, ils ont tout simplement vu ces deux montres au même prix, soit sur un site, soit dans un magasin, et puis ils savent pas laquelle choisir. Mais c'est quand même grave parce qu'à la base, on ne devrait pas hésiter entre une Instinct 2 et une Forerunner 165. Franchement, elles ont presque rien à voir l'une avec l'autre, que ça soit en hardware, en software, c'est peut-être un peu plus proche. Mais justement, c'est ça qui pose problème. Du coup, c'est que si elles sont si proches que ça, il y a peut-être des montres qui servent à rien dans cette gamme, quoi. Alors c'est sûrement très clair dans la tête des gens du marketing de Garmin que ce sont deux montres qui sont complètement différentes. Mais du coup, vous voyez là sur l'exemple de l'Instinct 2 et de la Forerunner 165, pareil, j'ai pas fait de confrontation, de grosses comparaisons, mais finalement, à part l'écran, je sais pas si elles sont très éloignées l'une de l'autre, quoi. En termes de programmation d'entraînement, de métriques, etc., de capteurs déjà, parce que maintenant la Forerunner 165, elle a un Altibaro, ce qui était avant il pouvait y avoir ça comme différence, hein. Les entrées de gamme, souvent il n'y avait pas d'Altibaro, il y avait qu'un Alti GPS. Mais là, finalement, là si je vous le demande aujourd'hui, entre une Instinct 2 et une Forerunner 165, comme ça, est-ce que vous êtes capable de trouver une différence, à part l'écran? Allez, l'écran et l'autonomie, on va dire. Qu'est-ce que fait une Instinct 2 que ne fait pas une Forerunner 165 ou l'inverse? Sachant, je vous rappelle, alors je vais vous aider un petit peu parce que la Forerunner 165, elle vient de sortir, elle a le suivi d'itinéraire, elle a un Altibaro et elle fait la programmation d'entraînement complexe depuis Garmin Connect. Lionel qui dit, en fait, il n'y a personne qui connaît toutes les fonctions. Les gens, ils regardent le prix. Déjà, c'est le premier critère. Est-ce que j'achète une montre à 300 €? Est-ce que j'achète une montre à 500 €? Après, pendant très longtemps, les gens, ils regardaient l'autonomie. Ça a été là, pendant 2-3 ans, ça a été le méga critère de décision. Ce qui fait que toutes les marques se sont mises à chercher à gagner en autonomie. Là-dessus, tant mieux pour nous, hein, on en a bien bénéficié. C'est Coros qui a lancé l'élan. Et puis derrière, ça a bien suivi. Maintenant, on voit bien, hein, toutes les montres, elles arrivent à une bonne autonomie, même les montres qui ont un écran AMOLED. Et donc, comme le dit Lionel, de toute façon, maintenant, les fonctions, elles sont devenues tellement complexes que tout le monde ne les utilise pas. Il y en a plein qui savent même pas qu'elles existent.
Enfin, vous voyez, il y a rien qu'avec Garmin, là, je sais pas, ça doit faire 10 minutes qu'on a commencé le live. Vous imaginez déjà toutes les comparaisons qu'on a faites. Enfin, moi, je l'avoue, hein, sur le site, bon, les plus gros articles, c'est les articles de test. Ça, quand je les tape dans Word, j'arrive dans les 14, 15 pages tapées. Après, je rajoute les photos, les graphiques de cardio, d'altitude, les traces GPS. Après, les comparaisons, ça demande aussi beaucoup de travail. Il y a beaucoup de travail de recherche avant. Moi, j'ai tendance à faire des comparaisons quand ça sert. Par exemple, quelqu'un qui hésite entre une Enduro 2, une Suunto verticale et une Vertix 2. Ben voilà, c'était mon dernier article de lundi, c'était ça. Ça, c'est utile. Les montres, elles sont marketées pour la même cible. Elles ont quelques caractéristiques clés qui sont les mêmes. Elles ont des prix qui sont bien différents. Donc là, je comprends qu'on hésite et ça m'intéresse de faire ce genre de comparaison. Après, faire des comparaisons vous voyez, à la sortie de la Forerunner 165, on pourrait faire la comparaison de la Forerunner 165 avec la Forerunner 55 en disant la nouvelle, qu'est-ce qu'elle a de plus que l'ancienne. On pourrait faire une comparaison 165-265. Est-ce que ça vaut le coup, celle-là elle est à 250 €, est-ce que ça vaut le coup de mettre 500 € pour une 265? Après, on peut faire la différence entre une Forerunner 165 et une Venue 3. Mais bon, ça c'est des... Moi, j'ai un temps qui est assez limité. Le blog, c'est un hobby. J'adore échanger avec vous, avec tout le monde dans les commentaires, sur Facebook, etc. Mais bon, à un moment, je peux pas tout faire et il faut que ça reste intéressant aussi pour moi. Et puis en même temps, il y a des fois, je me dis, tous les tests sont sur le blog. Franchement, pour comparer deux montres, quelqu'un qui hésite, hein, qui a affiné son choix jusqu'à deux montres et qui hésite entre deux montres, il va lire les deux tests et franchement, après avoir lu ça, il doit arriver à décider et à choisir. Et après, les gens, voilà, ils préfèrent avoir 3 réponses sur Facebook qui leur disent prends celle-là, elle a une plus grosse autonomie, plutôt que d'aller se documenter et à lire 2 fois 15 pages pour savoir laquelle choisir. Ah, bonne remarque de Lionel. Je pense que tu as raison, Lionel. J'avais vu ta question quand tu as dit que l'instinct était là pour concurrencer Casio. Et je pense que Garmin, c'est exactement leur logique. Vous l'avez vu, j'avais publié un article là, je crois il y a 2 semaines sur les parts de marché dans les montres de sport. Et Garmin, depuis pas mal d'années, il domine le marché avec 75% de parts de marché. Si ça vous intéresse, savoir, vous allez voir par exemple que Coros a vraiment rattrapé Suunto et Polar. Allez voir cet article. Il fait partie des articles récents sur le blog. C'est des données qui sont vraies. C'est des données qui sont tirées d'une application qui s'appelle Runalyze. C'est un peu comme si on tirait des données de Strava, sauf qu'il y a un peu moins d'utilisateurs. Et effectivement, donc je pense que Garmin, 75% de part de marché dans le domaine du sport. Faut être honnête, ils arriveront jamais à 95%. Donc la marge de développement, elle n'est pas très élevée. Donc qu'est-ce qu'ils font comme stratégie? Quels sont les prochains concurrents? On a réussi à mater Polar et Suunto. Quels sont les prochains concurrents auxquels on s'attaque? Et là, ils se sont attaqués aux montres connectées, Apple, Samsung avec les Venue. Ils s'attaquent à Casio avec les Instincts. Et alors après, j'ai pas les chiffres de toutes les ventes domaine par domaine et montre par montre, mais voilà, c'est eux qui savent si c'est payant. Et s'ils continuent d'ailleurs, c'est que ça doit être payant. Moi, je me disais que à la base, j'ai toujours dit qu'il fallait pas non plus trop se plaindre de tous ces choix de Garmin, parce que en tant que consommateur, ça permet au moins d'avoir le choix. C'est-à-dire que au lieu d'avoir juste une Apple Watch à 500 €, ça fait trop cher, je peux pas m'acheter d'Apple Watch. Ouais, si tu m'offres une Apple Watch SE à 250, une Apple Watch à 500, une Apple Watch Ultra à 1000, au moins je choisis celle qui me suffit et celle qui répond à mon budget. Garmin, donc Apple, c'est juste 3 montres à 3 prix différents. Garmin, c'est plein de montres à plein de prix différents. Alors avec la difficulté que sur certaines tranches de prix, il y a plein de montres. Mais au moins, chez Garmin, de 200 € à 1200 €, on peut choisir la montre qu'on veut. Après, si on voulait être honnête, et je pense que ça va être un peu ça la conclusion de mon test de la Forerunner 165, la Forerunner 165, si on est honnête, elle suffirait à 90% des coureurs du marathon de Paris. Même ceux qui font le marathon de Paris en 3h30,
Franchement, ils n'ont rien besoin de plus que la Forerunner 165. Elle programme les entraînements. Vous pouvez programmer un calendrier d'entraînement. Vous pouvez faire des suggestions d'entraînement quand vous ne faites pas une préparation spécifique. Vous programmez tous les entraînements que vous voulez. Vous avez... Alors, il n'y a pas de statut d'entraînement, mais finalement, quand je vois tous ceux qui n'arrivent pas à comprendre ou qui se demandent pourquoi leur VO2 max baisse alors que leur statut d'entraînement monte ou des choses comme ça, il y a le suivi de la variabilité de fréquence cardiaque pour la récupération. Il y a le suivi d'itinéraire, franchement, qui a besoin de ça, plus que ça. On peut tout configurer exactement comme sur les Garmin. Ça, c'est un gros point fort des Garmin, il faut le reconnaître. 4 champs de données par écran, voilà. Sauf que, quand on change de montre, on veut toujours un petit peu mieux que ce qu'on avait avant. Donc souvent, on reste dans la même série ou on passe à la gamme au-dessus. La logique, c'est de passer de la Forerunner 245 et on va passer à la 265. Sauf que les mecs de Garmin, ils y ont bien pensé et puis eux, ils tirent les prix vers le haut à chaque remplacement. Et donc en fait, même si le prix il a doublé entre la Forerunner 235 et la Forerunner 265, les gens ils passent, j'avais la 235, elle était parfaite pour mes besoins, je passe à la 245. J'ai la 245, elle est parfaite pour mes besoins, mais là je voudrais bien un écran AMOLED, je vais passer à la 265. Et là Garmin ils vous ont tiré jusqu'à 500 € la montre. Donc ils vous ont pris à 250 la montre et ils vous tirent à 500 € la montre, ils vous ont doublé le prix. Et parce qu'en fait, personne passera d'une Forerunner 245 à une Forerunner 165. C'est carrément contre-intuitif. Alors qu'en termes de fonctionnalité, la 165, elle est carrément meilleure que la 245. La 245, c'était un alti GPS. La 165, elle a un alti baro. La 235, elle n'avait pas le suivi d'itinéraire. La 245 avait le suivi d'itinéraire. La 165, elle a le suivi d'itinéraire. Enfin, franchement, là, aujourd'hui, tous les gens qui ont la 245, ils pourraient prendre, s'ils veulent un écran AMOLED, ils peuvent prendre la 165. Ils auront même encore en plus la variabilité de fréquence cardiaque. Mais il n'y a personne qui fera ça. Alors, comme dit John, le problème, c'est qu'un passionné, il se fera toujours plaisir. Attends, est-ce que c'est que... Après, voilà, c'est ça. Un passionné, il se fera plaisir, donc un sportif. C'est vrai, c'est un peu comme moi, mes lunettes. Je change pas mes lunettes tous les ans. Donc, le jour où je change mes lunettes, même si ma mutuelle, elle me rembourse pas à 100%, je vais dire ok, je peux payer 300 € de plus que ce que me rembourse la mutuelle parce que j'aime bien ces montures-là. C'est à peu près tous d'accord. Une Phoenix 6... X Saphir, si on change, je passerai à la Phoenix 7X Saphir. Ok, le prix il a bien augmenté parce que Phoenix 6X, je sais pas, on devait être dans les peut-être 600 €. Saphir, là maintenant 7X Saphir, ça doit être plus que 1000. Nicolas qui me demande un avis sur l'algo de décompression de la gamme descente. Alors ça pas du tout, je suis pas plongeur, donc j'ai déjà discuté avec quelqu'un de chez Garmin là, qui était plongeur et qui avait la descente MK2. Donc j'ai discuté un bon moment avec... non, c'était au moment de la MK1. Donc j'ai discuté au bon moment avec lui, j'ai comme d'habitude appris plein de choses, c'était très intéressant. Maintenant, je peux pas donner d'avis parce que je l'ai pas testé, je l'ai pas expérimenté, je sais pas quels sont les critères qui sont importants et quelles sont les choses qui sont superflues et des broutilles. Donc non, je peux pas donner d'avis sur de la plongée, je peux pas donner d'avis sur le parapente, voilà, et quelques sports comme ça où on me demande des conseils mais je les donne pas quoi. En revanche là, on a parlé des écrans et qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que pour vous les écrans transflectifs vont disparaître? Et est-ce que vous pensez que maintenant, comme on le voit chez Garmin depuis presque un an, est-ce que maintenant il y aura plus que des montres AMOLED chez Garmin? Donc aujourd'hui, Garmin, il continue de sortir les deux. Il y a 265, 255, 955, 965. Les Venus, elles sont déjà toutes AMOLED. On a Phoenix Epix. Garmin, comme dit Sébastien, Garmin pour l'instant, je pense que ils peuvent se permettre de sortir des déclinaisons de quasiment la même montre, mais avec deux écrans différents. En même temps, c'est dans la mouvance du marché du moment, c'est-à-dire qu'on commence à faire une inflexion vers l'AMOLED, mais il y a encore des gens qui aiment bien l'écran transflectif. Là, par exemple, Alexis qui répond non, parce que une montre avec écran transflectif, elle aura toujours une plus grosse autonomie. Le débat qu'on a là, j'ai l'impression de revoir le débat il y a quelques années, quand Garmin a remplacé ses montres carrées par des montres rondes.
Et notamment, la dernière, c'était la Forerunner 920 XT. Et tous les triathlètes disaient, non, mais je veux garder ma 920 XT, elle a un écran carré pour afficher 4 champs de données, c'est quand même vachement mieux. J'en veux pas de ces montres rondes. Bon, aujourd'hui, 935, 945, 955, 965, je vois plus personne. Ah, c'est dommage, j'aimais bien les montres carrées, quoi. Ça n'existe plus. Donc là, j'ai l'impression qu'avec le débat transflectif AMOLED, on est dans le même genre de débat. Il y a des avis des deux côtés pour l'instant. Les fabricants, eux, ils vont peut-être nous forcer à faire notre choix. Et puis voilà, quoi. Puis, dans quelques années, on n'en parlera plus. Moi, je pense que voilà, le débat, il a lieu aujourd'hui parce que avant, faut le reconnaître, hein, il y a quelques années, les Fitbit que j'avais testés, l'écran, il n'était pas très lumineux. Les premières Vivo Active qui avaient des écrans LCD, les écrans étaient pas beaux. Donc en fait, LCD par rapport à transflectif, il n'y avait pas le beau en plus. Et par contre, l'autonomie était plus faible. Donc il n'y avait pas trop c'était pas génial. Par contre, maintenant, on a des écrans AMOLED qui sont vraiment beaux et pour une autonomie qui est identique, une autonomie similaire. Donc, à partir de là, pourquoi est-ce qu'on partirait pas tous sur l'AMOLED? Par exemple, vous voyez la gamme, je vais vous dire ce que je pense, la gamme la plus emblématique sur ce débat, ça sera la gamme Phoenix, Epix, Enduro. Franchement, sur les trois, il y en a une de trop. En fait, il faudrait une. Je comprends que Garmin propose une écran AMOLED, une écran transflectif. Mais Phoenix Enduro, donc pour moi, on pourrait garder Epix 3, c'est-à-dire que les gens qui veulent une montre typée outdoor, mais avec un écran AMOLED, ils prennent une Epix 3. La Carto, elle a un super rendu dessus, c'est génial. Et ceux qui veulent une Enduro 3, une montre avec une grosse autonomie pour faire, je sais pas, la PTL à Chamonix, ok, Enduro 3, ça c'est la montre qu'il te faut. Elle a une grosse autonomie, écran transflectif, c'est fait pour ça. Et la Phoenix, au milieu de tout ça, elle sert à rien en fait. Sauf que, ça c'était ma vision. Maintenant, la vision de Garmin, c'est quoi? La vision de Garmin, l'équation elle est simple. Tout produit que j'appellerais Phoenix se vendra comme des petits pains. Phoenix, c'est devenu une marque de fabrique. Garmin, il suffit qu'ils annoncent la Phoenix, vous allez voir des articles le jour même sur tous les sites internet. Je veux dire les sites internet de sport, les sites internet de matériel connecté, et j'ai jamais vérifié, mais je serais même pas surpris que le Figaro il sorte un article quand Garmin sort sa nouvelle Phoenix. Les gens, ils savent, ils associent Phoenix à plein de fonctionnalités, grosse qualité, etc. Tu peux y aller, achète une Phoenix, ce qu'on voit souvent sur Facebook, achète une Phoenix, elle sait tout faire. Donc c'est un succès commercial assuré. Alors, on va voir là, peut-être que il va falloir peut-être encore quelques générations ou quelques séries pour que Garmin se décide à en tuer une. Moi, j'avais dit au moment de la sortie de l'Epix, j'avais dit que Garmin avait fait une erreur dans le nommage de leur montre. Moi, si j'avais été eux, comme il y avait une Epix sortie il y a très longtemps, là, en 2000, je sais plus quand, en 2015, un truc comme ça, la première Epix là, qui était à écran carré, et moi j'aurais dit, l'Epix, c'est notre modèle outdoor. Donc j'aurais mis l'Epix avec l'écran transflectif. Et la Phoenix, j'aurais dit, la Phoenix, c'est notre plus belle montre. C'est celle qui est le plus plébiscitée. Donc notre plus belle montre, Phoenix, on lui met un écran AMOLED. Bon, Garmin, ils ont fait un autre choix. Après, du coup, ils l'ont appelé Epix Gen 2. Du coup, quand il a fallu l'appeler Pro, ils l'ont appelé Epix Gen 2 Pro. Du coup, quand ils ont fait des Epix Gen 2 Pro, vous pouvez pas dire Epix Gen 2 S Pro. Donc, ils ont appelé ça Epix Gen 2 Pro-51 mm. Enfin, je pense qu'ils sont un peu emmêlés les pinceaux. Là, pour moi, ils en vendent plein de leurs montres. Je me fais pas de soucis pour eux. Mais je pense qu'ils sont un peu emmêlés les pinceaux au départ. Ce qui fait que maintenant, la suite, elle va pas être simple pour eux. Est-ce qu'ils tuent les Phoenix et ils sortent juste une Enduro 3 et une Epix 3? Comme ça, en plus, on revient sur deux niveaux, deux montres qui s'appellent A3, qui ont les mêmes fonctionnalités, un écran AMOLED, un écran transflectif. Ou alors, est-ce qu'ils gardent une Phoenix 8 avec écran transflectif, mais qui a les capacités, la batterie et les capacités de l'Enduro, et puis une Epix avec écran AMOLED? On verra. Peut-être que cela, pour cette année, ils vont pas décider.
Et peut-être qu'ils vont continuer de sortir une Enduro 3, une Epix 3, une Phoenix 8. Et puis un jour, il y a bien quelqu'un qui réalisera que sortir 3 montres avec 3 boîtiers différents, avec 3 lunettes différentes, etc. Ben, mine de rien, en coût de production, en logistique, ça coûte plus cher. Donc un jour ou l'autre, il y en a une qui sera tuée, mais on ne saura pas laquelle. Enfin, en tout cas, maintenant, on ne peut pas dire laquelle. Ouais, alors Sébastien qui fait le parallèle avec Suunto quand on se moquait de la Suunto Spartan Vrist HR Barrow. Ouais, bon voilà, c'est un peu pareil. Et qui est-ce que j'ai vu qui a dit ça? Lionel qui a dit moi je prends que des Forerunner. Je l'avais dit dans une vidéo. J'avais dit pour moi, non je sais plus si c'est une vidéo ou bien mes recommandations que je fais tous les 6 mois sur le blog. J'avais dit moi si je devais acheter ma montre préférée, bah ce serait alors, ma montre préférée si je devais l'acheter avec mes sous. Clairement j'aurais pris une Forerunner 965 pour le niveau de fonctionnalité qu'elle a, le grand écran, le ratio taille d'écran, surface d'écran par rapport à la taille de boîtier. À taille de boîtier équivalente, la Forerunner 965, elle a un écran plus grand que la Phoenix 7. Puisque la Forerunner 965, c'est l'écran de la Phoenix 7X dans le boîtier de la Phoenix 7. Et pour un prix qui est 400 € moins cher, donc moi, il n'y a pas photo. Le seul truc qui m'aurait manqué, c'est le gestionnaire de batterie. C'est le gestionnaire de batterie. L'absence de gestionnaire de batterie. Moi, je m'en sers, mais après, on peut faire ça en faisant les réglages manuellement à chaque fois. Ah tiens, Lionel qui dit, tout dépend de ce que fera la prochaine Apple Watch. Eh bien, aujourd'hui, j'ai eu un petit tuyau, là, parce que l'avantage, c'est que avec vous tous, ça fait beaucoup d'yeux qui regardent partout. Et donc là, aujourd'hui, il y a quelqu'un qui a remarqué que Jim Walmsley, il avait couru aujourd'hui une sortie je sais pas où, sur son Strava, avec une Apple Watch Ultra 2. Donc pour rappel, hein, pour mémoire, Jim Walmsley, il avait couru l'UTMB avec une Wahoo Element Rival. Donc déjà, c'est la seule, je pense, qui était présente sur le circuit. Bon, il y a du sponsoring derrière. Et donc là, peut-être qu'il est arrivé à la fin de son contrat de sponsoring et quand il a eu le choix, il s'est dit tiens, pourquoi pas prendre une Apple Watch Ultra 2. Bon après, il faut pas oublier hein, que ces coureurs-là, ils ont des coachs pour analyser leurs entraînements, donc ils s'en foutent de savoir s'ils vont garder leurs données sur l'appli Wahoo Fitness, sur la Garmin Connect ou sur Strava. Je pense qu'ils se soucient pas trop du statut d'entraînement. Et d'ailleurs, vous voyez, c'est un truc que je me disais, ça, c'est... Alors, je le vois dans les groupes Facebook, je ne suis pas un héros, mais j'ai une Garmin. Allez-y, vous pouvez le rejoindre sur Facebook, c'est notre groupe. Je me demande maintenant si finalement la technologie n'est pas devenue trop compliquée pour les gens. Garmin, ils ont fait évoluer leur algorithme de statut d'entraînement, où maintenant, au lieu d'avoir juste le statut d'entraînement et voilà, maintenant, il analyse la charge, le VO2 max, la tendance et la variabilité de fréquence cardiaque. Et là, j'ai vu passer, là, depuis 2 semaines, je vois passer plein de gens qui disent « Ah, regardez, mon statut d'entraînement, il est incohérent avec ma courbe d'augmentation de VO2 max, alors que je suis dans une phase d'entraînement de ceci, je m'entraîne à fond, là. » Wow, finalement, l'algorithme, il est devenu plus complexe, on lui injecte plus de données, mais en sortie, c'est pas cohérent avec les sensations. Ou alors, les gens qui comprennent pas ce que c'est que la VFC, alors là, c'est génial. Et des fois, je reçois des messages de quelqu'un qui me demande si la VFC mesurée pendant les entraînements cardio sur tapis, elle est cohérente avec une ceinture ou le... Bon, c'est pas la VFC, ça c'est la FC. Donc les gens là, waouh, c'est vraiment, on sent que on leur balance tout plein de métriques. Ils savent pas quoi en faire. Et ça, c'est ce que je dis déjà depuis de nombreuses années concernant les Running Dynamics. Au début où c'est sorti, Garmin communiquait beaucoup parce que c'est ce qui permettait de distinguer leurs montres avancées dans les Forerunner. Donc je crois que c'est sorti avec la Forerunner 630 et c'est ce qui se différenciait la 630 de la 230 entre autres. Donc ils communiquaient pas mal là-dessus. Et moi j'ai toujours dit, mais à quoi ça vous sert? Est-ce que vous allez acheter une montre parce qu'elle vous donne plus de données et en fait en fin de séance vous allez regarder, vous allez dire ah ouais cool. Puis derrière vous en faites plus rien. Pour moi, à partir du moment où vous exploitez pas une donnée pour prendre une décision pour votre entraînement, bah ça sert à rien quoi. Donc moi c'est ce que j'ai toujours dit, le temps de contact au sol. À quoi ça vous sert de connaître le temps de contact au sol et est-ce que vous l'utilisez en analyse post-entraînement? Alors maintenant ça a un peu évolué parce que toutes ces métriques,
de foulée, elles sont utilisées pour le calcul de la puissance au poignet. Et ça, la puissance au poignet, c'est une donnée qu'on peut beaucoup plus facilement utiliser en entraînement. Mais comme dit Alexis, il y a les gens là maintenant, ils veulent des données. Vous voyez, pas plus tard qu'aujourd'hui, il y a quelqu'un qui demande sur le groupe je ne suis pas un héros mais j'ai une Garmin, qui demande comment on peut faire, quel réglage et quel profil utiliser pour faire de la nage à contre-courant. Alors je dis c'est pas possible. Alors il y a quelqu'un qui lui répond c'est impossible. Moi je réponds c'est impossible, aucune marque ne le fait. Donc plutôt je réponds aucune marque ne le fait, virgule, c'est impossible. Ce à quoi il me répond on y arrive avec le profil course à pied quand on court sur un tapis. Donc pourquoi pas dans la nage à contre-courant. Là je lui explique comment ça fonctionne. Moi j'aime bien expliquer comment ça fonctionne. Sur ma chaîne YouTube je fais plein de vidéos. Moi je suis pas là que pour faire des tests de montres et vendre, enfin je vends rien moi, et vendre des montres, mais j'aime bien expliquer. Moi j'aime bien que vous choisissiez la bonne montre et qu'après vous sachiez vous en servir. Donc je lui explique, je dis sur un tapis c'est assez simple, il suffit de faire une sortie en extérieur, la montre elle apprend la longueur de chacune de nos foulées grâce au GPS à la distance, avec l'accéléromètre elle compte les données en comptant les mouvements de bras et elle fait une division. Et elle sait que une foulée égale, je sais pas, 1,19 mètres. Quand on va sur le tapis, hop, une foulée égale 1,19 mètres. C'est pas très précis, mais elle est capable de calculer la distance comme ça. En natation, la technique de nage rentre tellement en compte que c'est impossible de savoir si une poussée comme ça, en fonction, vous faites le même mouvement de bras, mais si vous appuyez fort, vous allez avancer vite. Si vous appuyez moins fort, vous allez avancer moins vite. Vous faites un mouvement de bras comme ça ou un mouvement de bras comme ça, il y aura moins de surface d'appui sur l'eau. Votre montre, elle peut pas le savoir ça. Donc la montre, elle pourra jamais. Et donc là, le gars, il me dit ah oui, mais c'est plus compliqué, mais ça veut pas dire que c'est impossible. Ouais, si c'est pour avoir des données complètement fausses, ça sert à rien d'enregistrer des données. Si vous faites des entraînements, que vous enregistrez des données sur votre montre, mais qu'en fait il y a une plage d'erreur de 30%, ça sert à rien d'avoir enregistré votre séance de natation quoi. Si votre montre elle vous dit bon t'as fait 1000 mètres, mais en fait peut-être que t'as fait entre 700 et 1300 mètres, je sais pas trop te dire, mais en fait je vais quand même te dire, je vais te dire la donnée, t'as fait 1000 mètres. Puis le gars il va dire ok je suis content, j'ai fait 1000 mètres. Non mais ça sert à rien, ça sert à rien. Je réalise bien que sur la chaîne YouTube, je fais beaucoup plus de vidéos sur des réglages avec des montres Garmin que sur les autres marques. D'un côté, on peut trouver ça génial. Quelqu'un qui maîtrise les menus, il va pouvoir vraiment régler sa Garmin exactement comme il veut et jusqu'au dernier moment. C'est-à-dire que même s'il y a un truc qui est mal réglé, il pourra le changer même pendant la séance. Pendant la séance, on peut changer les données à l'écran, par exemple. Ça, c'est un truc qu'on peut pas faire avec les autres marques. Avec Suunto, alors il faut attendre que tout se synchronise, qu'ils téléchargent les données GPS, qu'ils se téléchargent les données Suunto+, machin. Et c'est seulement à partir de ce moment-là qu'on peut ajouter un écran de données. Donc, oubliez. Donc ça, c'est très bien ce Garmin. Mais du coup, tout ça, c'est devenu hyper complexe. Du style, si je vous dis... pourquoi est-ce que l'écran de ma montre ne reste pas sur la carte pendant ma sortie trail? Je suis toujours obligé de faire défiler les écrans pour revenir sur la carte. Je vous laisse mettre la réponse en commentaire. Si vous l'avez pas, je vous la sortirai vite. Mais par exemple, il y a des réglages qui sont beaucoup plus compliqués. Est-ce que vous saviez que vous pouvez activer ou désactiver la mesure de la température en natation et en trail? Alors il y a certains profils sur lesquels ils sont activés par défaut. Il y a certains profils sur lesquels ils sont désactivés par défaut. Alors Nicolas, Sébastien, le premier à avoir répondu à la première question, c'est non, c'est pas le défilement automatique. Non, c'est pas le défilement automatique. C'est l'ascension automatique. L'ascension automatique, c'est un écran qui apparaît à partir du moment où on dépasse un seuil de vitesse verticale. Donc souvent, ça arrive quand les gens utilisent le profil trail et quand ils montent à plus de, mettons, 400, je sais pas quelle est la valeur par défaut, quand ils montent à plus de 400 mètres par heure, eh bien la montre, elle affiche cet écran spécial monté. Sauf que eux, du coup, ils étaient en train de faire de la navigation et puis ils disent « Putain, fait chier cet écran de données là, qui affiche, c'est quoi? Je suis obligé tout le temps de revenir sur la carto. » Mais chaque fois qu'ils dépassent 400 mètres par heure, la montre, elle raffiche l'écran de données. Bon, là, là, c'est la réponse, mais facile. Réglage,
du profil sportif, désactive l'ascension automatique. Hop là. Et puisque j'ai vu qu'Alexis était là, je sais Alexis, j'ai une vidéo à faire là-dessus. Est-ce que vous savez quelle est la différence entre suivre parcours ou utiliser carte quand vous dans les réglages de la définition de l'itinéraire? Là, c'est pas facile. On a déjà discuté avec Alexis. Il faut que je fasse une vidéo là-dessus. Voilà, il est mort de rire. Donc, vous voyez, tous ces réglages-là, moi, je les connais parce que je les fouille pour les tests. Et puis, j'ai le gros avantage à chaque nouvelle montre, j'ai pas beaucoup à apprendre. En fait, voilà, en ayant testé une Epix, là, elle est là-bas en charge. En ayant testé une Epix Pro, tester une Forerunner 165, c'est facile. Il y a rien de nouveau. Il y a aucune découverte pour moi. Pour moi, ce que je vais creuser, c'est est-ce qu'il y a ci, est-ce qu'il y a ça? Ah non, tiens, il n'y a pas ça. Quelle est la différence avec la Forerunner 265? Parce que dans les conseils que je vais donner, est-ce que je vais dire si votre objectif c'est ça, prenez la 165. Si par contre vous avez un niveau à tel niveau ou bien tel objectif, prenez la 265. Voilà, donc c'est plutôt chercher du détail. Mais il n'y a rien de nouveau, tout est connu. Là, pour l'instant, j'ai trouvé aucun réglage. Ah si, j'ai trouvé une petite différence sur l'interface. Je ne sais pas si je vais arriver à le montrer là. Vous voyez là, il y a un petit truc quand on peut faire une action sur un bouton. Ils ont ajouté ce petit point, c'est pas un point lumineux, mais ça fait un petit, comme s'il y a un petit éclairage qui provient du bouton. Et donc si cet éclairage-là, on peut l'avoir par exemple sur une séance de sport, on peut l'avoir sur le bouton du haut, le bouton du bas. Voilà, ça c'est une petite nouveauté dans l'interface qui n'était pas présente. Voilà, vous voyez, ici, il est là. Parce que si j'appuie là, j'accède au réglage du profil sportif. Voilà, et là, et ça change de couleur pour être beau avec le reste de l'interface. Donc là, vous voyez, si pour sélectionner le parcours, j'appuie ici. Voilà, c'est la toute petite différence dans l'interface qui fait que, eh ben, j'avais déjà dit au moment du test de la 965 que l'interface était plus jolie sur la 965 que sur les Pix. Et bien là, l'interface elle est plus jolie sur la 165 que sur les Pix 2 Pro. Mais je sais pas pourquoi, Garmin, ils n'ont pas mis à jour l'interface des Epix. Qui avait mis un commentaire sur les militaires qui regardait beaucoup le blog Montre Cardio GPS, qui est un bon blog d'ailleurs, hein, je le connais, je le regarde aussi moi. Et qui a dit, du coup, Garmin connaît très bien les besoins des militaires et donc ils savent les écrans transflectifs avec la vision nocturne d'intensification lumineuse. Voilà, sont friands. Les militaires sont friands de ces montres cardio GPS. Ah mince, ils parlaient pas du blog, ils parlaient des montres. En revanche, le fait d'utiliser l'AMOLED est synonyme d'être vu en face. C'est vrai, puisqu'un AMOLED, c'est un écran qu'il faut éclairer. Eh ben, je vais vous surprendre. Qu'est-ce qu'a fait Garmin? J'en ai pas parlé, parce que justement, je trouvais ça complètement aberrant. Garmin a sorti une Tactix 7 AMOLED. Alors, plus chère que la Tactix 7, qui elle-même est plus chère que la Fenix 7. J'en ai pas parlé. La seule différence entre la Tactix 7 et la Fenix 7, c'est que la Tactix 7, elle est dédiée à une utilisation, ou plutôt, alors dédiée. Il y a plein de non-militaires et non-policiers qui achètent des Tactix juste parce que la lunette est plus belle que les Fenix. Après, c'est des goûts et les couleurs. Celui qui est prêt à mettre 50 € de plus parce qu'il la trouve plus belle, c'est complètement normal. Cette montre, sa raison d'être, le pourquoi elle existe, c'est pour apporter des fonctionnalités particulières aux militaires. Par exemple, il y a un bouton d'extinction d'urgence qui efface toute la mémoire, si jamais vous êtes sur le point d'être capturé. Il y a un rétroéclairage qui est très faible pour être compatible avec les lunettes de vision nocturne à intensification de lumière. Sinon, ça vous éblouit quand vous avez des lunettes de vision nocturne. Ça éblouit et vous voyez des grosses taches et ça vous cache tout ça. Bah, du coup, pourquoi faire une Tactix AMOLED? Je veux dire, AMOLED, le militaire la nuit, pour regarder l'heure, juste pour ça, regarder l'heure ou regarder la carte, il va devoir allumer sa montre. Et comme le dit, je sais pas qui en commentaire, à partir du moment où il allume sa montre, potentiellement, il peut être visible par un ennemi en face. Bah, du coup, pourquoi on fait une Tactix AMOLED? C'est complètement incompatible. Ou alors, c'est une Epix, quoi. Bon, bah voilà. Bah, je pense que Garmin, ils ont compris qu'il n'y avait pas que des militaires qui achetaient les Tactix, qu'ils étaient capables de vendre des Tactix transflectifs plus chers que les Fenix. Donc, ils se sont dit, bah, pourquoi pas vendre des Tactix AMOLED plus chers que les Epix? J'ai pas de chiffres pour voir s'ils gagnent plus d'argent avec ça. Mais à un moment, Garmin, ils vont se faire rattraper par ça parce que forcément, multiplier les modèles, on se doute bien, hein, ça multiplie les coûts de production,
Ça multiplie les complexités de gestion des stocks, de logistique, parce qu'au lieu d'envoyer 4 boîtes d'une montre à chaque magasin, il faut envoyer 2 boîtes de 2 montres à chaque magasin. Ça complexifie le SAV, les retours de SAV, plus à un moment quand vous allez dire ah ben non, celle-là on la fait plus parce que c'est trop compliqué de tout avoir pour tout remplacer. Ah non, bah celle-là on n'a plus le modèle Silver pour vous remplacer. Bah on va vous donner du coup ce qu'ils font souvent le SAV, c'est qu'ils donnent la plus récente. Donc il y a des gens, là, je vois, ils renvoient leur Phoenix 6X au SAV et puis le SAV il leur renvoie une Phoenix 7X à la place. Problème des mises à jour aussi, Sébastien, bien joué, on en a parlé, notamment pour l'interface graphique, les fonctionnalités, tout ça. Donc forcément, là, tant que ça marche et qu'ils sont en croissance et quoi, très bien. Mais je pense qu'il y a un moment où ils vont être rattrapés par la patrouille, rattrapés par la concurrence. Et peut-être que la concurrence, elle viendra de Chine, avec Amazfit qui maintenant a pris le domaine du sport très sérieusement, avec toutes les séries des T-Rex pour l'outdoor, la série des Cheetah pour le sport. Là, ils avaient monté un partenariat, alors c'est pas de bol pour eux et pas de bol pour celui qui est mort, un partenariat avec Kiptoum, Kelvin Kiptoum, là, le recordman du marathon. Il voulait passer en dessous des 2 heures sur le marathon de Rotterdam. Ils ont lancé une bague connectée et eux, ils la marketent comme c'est plus précis de prendre des mesures de cardio-optique ici que au poignet. Ça, c'est vrai. Tout comme les brassards, c'est plus précis qu'au poignet. Mais ici, là, on a chacun des vaisseaux là qui passent et en fait, une bague ici, elle est plus précise qu'un capteur cardio positionné là sur le poignet où il y a plein d'os, où il y a plein de tendons. Et donc, eux, ils ont développé un truc, alors je ne l'ai pas eu en test, mais j'ai été voir la présentation à Paris et je l'aurai en test. Eux, le concept, c'est la montre plus la bague. Quand il faut fusionner les données, eh bien, l'OS d'Amazfit, il prend en compte les données de la bague, s'il y a une bague, et il prendra en compte les données du cardio de la montre que s'il n'y a pas de bague. Franchement, il y a un narratif qui est pas mal. Bon, ils avaient un super partenariat. Ça, après, c'est du sponsoring, c'est de la pub. Mais malheureusement, il s'est tué dans un accident au Kenya. Mais voilà, mais ça veut dire quand même que Amazfit, ils prennent le domaine du sport au sérieux et qu'ils veulent plus juste faire des montres connectées low cost, quoi. Donc ça va devenir une concurrence en plus. Coros qui est arrivé maintenant au niveau de Polar et Suunto, que ce soit en termes de fonctionnalité, mais aussi en termes de vente. Je vous renvoie vers l'article des parts de marché que j'avais mis sur le blog. Et donc, moi je pense qu'il y a un moment où Garmin, ils vont devoir resserrer, réduire leur coût de production, resserrer un peu leur gamme. Je pense qu'ils continueront de faire 3 tailles de boîtiers différents. Il y a réellement un intérêt, il y a réellement des besoins différents pour arriver à toucher plus de monde. Mais vous voyez, quand on compare les montres connectées, finalement ceux qui vendent le plus de montres, c'est ceux qui ont le moins de montres différentes. Apple, Samsung, Google, montres connectées. Samsung, ils ont 2 versions. Google, ils ont une version. Et Apple, ils ont 3 versions. Garmin, eux, ils ont cherché à développer des segmentations de niches. Alors d'abord des segmentations pour des besoins, après des segmentations pour des niches. Finalement, chaque marque a un peu sa particularité. Coros, ils ont une gamme qui va la Pace 3 c'est 250, la Vertix 2 ça doit être 700. Et pourtant, quand on compare les fonctionnalités, il n'y a pas du x3. Ça se comprend. Eux, ils sont nouvel acteur, ils ont besoin de conquérir des nouveaux utilisateurs. Et donc pour ça, il n'y a rien de mieux que de vendre une montre à 200 € à quelqu'un. Il en est super content et du coup, la fois d'après, il se dit ouais, plutôt que de prendre la Pace 3, je vais peut-être prendre l'Apex 3 ou l'Apex 3 Pro. Ensuite, Suunto. Ouais, Suunto, là, c'est quand même compliqué. Honnêtement, la verticale et la race, c'est des copies l'une pour l'autre. Il n'y a que l'écran qui diffère. Et c'est très bien qu'ils proposent les deux. Par contre, dans le marketing, ils disent la verticale, c'est pour l'aventure, la race, c'est pour la performance. Franchement, elles font la même chose, Elles ont la même carto, elles ont les mêmes algorithmes Training Peaks, elles ont la VFC, enfin, c'est pareil, quoi. Après, et Polar, Polar, eux, ils ont de tout. Je pense qu'ils étaient très sur les sports d'endurance sur route, course à pied, triathlon.
Ils ont voulu s'ouvrir au trail. Ils ont fait un peu des changements de nom là, avec les Pacers. Il n'y a plus de Vantage M. Là, ils passent à l'AMOLED. Enfin, ils sont passés à l'AMOLED, mais sur une montre qui reste, on va dire, plutôt face à des Forerunner que face aux Epix, ne serait-ce que par le design. Donc voilà, Coros, Suunto et Garmin, ils ont ce côté trail, Phoenix Epix. Polar et Garmin seraient plutôt sur le côté Forerunner 965 avec la AMOLED. Ah oui, alors après, comme dit Sébastien, là on parle que des montres GPS. Après, il faut rajouter les capteurs. Donc là, je sais, vous êtes plusieurs ou alors c'est la même personne qui me harcèle, à me demander pourquoi ou quand Garmin va sortir un brassard cardio. Je sais pas, en plus, quand on voit le prix auquel Garmin vend ses accessoires, que ce soit les bracelets ou les ceintures cardio, je pense qu'ils auraient de la thune à se faire sur un brassard, quoi. Alors Lionel qui dit si Apple arrive à augmenter l'autonomie, ça va faire mal. Voilà. Je vais revenir à ce que je disais dans ma vidéo de ma critique après avoir testé l'Apple Watch Ultra un bon moment. Je pense que le marché du sport pour Apple, ça reste une niche. Les gens, ils n'achètent pas une Apple Watch pour faire du sport. En fait, ils achètent une Apple Watch parce qu'ils veulent une Apple Watch. Et puis, si ces gens font du sport, bah, ils se disent « Ah bah c'est cool, j'ai mon Apple Watch, je vais faire mon sport avec ». Mais franchement, regardez au resto autour de vous. Chaque fois que vous verrez quelqu'un qui a une Apple Watch Ultra, puis après, demandez-vous, il fait quoi comme sport, lui? Franchement, je pense qu'il y a beaucoup de non-sportifs qui ont acheté l'Apple Watch Ultra juste parce que c'est une Apple Watch avec 2 fois plus d'autonomie. Alors, Sébastien qui dit, Garmin est un fabricant de GPS qui s'est mis à faire des montres. Exactement. Et d'ailleurs, c'est pas un hasard de pourquoi c'est eux qui sont les premiers à avoir des cartes routables. Parce que ça vient du GPS. Avoir le guidage vocal, ça vient du GPS. Alors, ça vient des GPS de voiture, hein, j'entends. Dans les paramètres, quand vous regardez les paramètres de navigation dans une Phoenix, pour les recherches d'itinéraires, vous pouvez lui demander d'éviter les ferries. Franchement, qui part à l'aventure en se disant « Oula, faut bien que je fasse gaffe par où je passe pour pas prendre le ferry ». Suunto est un fabricant de montres qui a mis du GPS. Alors Suunto, même à la base, l'historique, je sais pas, allez, je me souviens de la photo, Suunto, c'est 1936. Donc en fait, Suunto, à la base, c'est un fabricant de boussoles. Et d'ailleurs, vous pouvez regarder sur Google Maps, vous allez en Finlande là, et vous cherchez le QG de Suunto, et bien sur le toit du QG, il y a une immense boussole. Et effectivement, c'est comme Polar. Polar, Polar, c'est le domaine du cardio. Après, ils ont ajouté le GPS dans un capteur qui se plaçait sur la chaussure. Et ensuite, ils ont sorti leur première montre GPS qui était la RC3 de mémoire. Super Sapiens dépose le bilan. Oui, j'ai vu ça. Et du coup, vous voyez, Super Sapiens dépose le bilan, alors que ça m'avait l'air d'avoir quand même eu des ventes. Du coup, franchement, on peut se poser des questions pour l'avenir de Stride. Vous voyez, maintenant, toutes les montres font la puissance au poignet. On l'avait dit pendant les échanges précédemment, finalement, tout le monde ne recherche pas la précision des données. Sinon, si ça avait été le cas, ce serait Suunto qui serait leader du marché. À l'époque, de Ambit 3 Peak face à Phoenix 3 HR, si réellement les gens achetaient pour la fiabilité des données, Suunto serait sûrement leader du marché. Bon, Garmin, ils ont compris que les gens, ils allaient en magasin et ils voulaient une liste de fonctionnalités. Et donc, quand le vendeur leur disait, celle-là, elle fait ça, ça, ça. Celle-là, elle fait la même chose, mais elle fait en plus ça, 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 ça. Les gens, ils achètent ça. Et vous voyez, quand on en revient à la complexité, quand je disais, est-ce qu'on n'est pas arrivé à quelque chose de trop complexe? En fait, même les vendeurs en magasin, ils se trompent. Moi, j'ai des fois des gens qui m'écrivent, ou on le voit sur le Facebook, j'arrive pas à mettre de carto sur ce tel mandat. Pourtant, alors les gens répondent, c'est impossible sur ce modèle-là. Pourtant, le vendeur en magasin, il m'avait garanti que sur cette montre, on pouvait mettre de la carto. C'est raté. C'est devenu complexe pour tout le monde, pour les gens, pour les utilisateurs, au moment de choisir, pour les vendeurs. Tout le monde ne passe pas des heures. Je veux dire, le rayon des montres, quand vous allez dans un Décathlon, le rayon des montres, c'est un tout petit rayon. Vous imaginez, faut être spécialiste de... Alors, le vendeur, il doit pas être spécialiste de tout, mais il doit quand même avoir pas mal de choses. Et finalement, le vendeur qui vous vend une montre, c'est le même vendeur qui vous vendra une paire de chaussures. Moi, je suis absolument pas spécialiste des chaussures. Et quand je vois
tous les tests de chaussures qu'il y a sur le net, tous les sites, tous les comptes Instagram qui font des tests de chaussures, c'est ouf. On parle de la rapidité du renouvellement des gammes de montres, la rapidité du renouvellement des chaussures, c'est un truc de fou.